Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire de l'exploration de donjons avec Dungeon Saga Origins. Dungeon Saga Origins, c'est un jeu de Matt Gilbert, illustré par Tan-O Sim. Voilà, bon, les noms, je suis obligé de regarder à côté parce que c'est pas inscrit dessus, puis j'ai un peu de mal à mémoriser tous ces noms-là. C'est édité chez Pixie Game et c'est pour 1 à 5 joueurs, mais je reviendrai là-dessus dans mes avis. On voit tout de suite comment ça fonctionne un petit peu le matériel et je vous retrouve tout à l'heure. Voici le matériel de Dungeon Saga Origins. Alors vous avez des tuiles comme celle-ci, vous en avez 3 dans la boîte qui sont recto verso et vous allez donc avoir des mises en place qui seront indiquées par rapport à des scénarios qui sont dans ce livret rouge qui est ici. Vous avez un livret noir pour les règles et un livret rouge pour les quêtes. Voilà. Donc quel est le but de Dungeon Saga Origins? Et bien comme tout bon dungeon crawler, et bien ce sera de l'exploration de donjons avec de l'affrontement contre des monstres. Et vous aurez des objectifs à remplir qui sont différents suivant la quête que vous allez faire. Et vous allez obtenir des points d'expérience pour pouvoir obtenir ensuite des petits jetons comme ça qui sont très utiles pour la suite, qui seront des jetons utilisables une fois pour avoir je sais plus comment on appelle ça, des talents héroïques je crois. Et puis vous allez également obtenir de l'or pour acheter de l'équipement auprès de marchands entre les scénarios. Voilà, donc vous allez avoir des joueurs qui vont jouer les héros qui sont ici, à savoir Orlaf, Rordin, Danor et Madriga. Donc Madriga c'est une elfe, Danor c'est un sorcier, Rordin c'est le nain et puis Orlaf c'est l'humain. Voilà, rien d'extraordinaire, tout est toujours un petit peu similaire dans les dungeon crawlers. On a toujours un petit peu les 4 races qui sont ici, le sorcier, l'humain, le nain et l'elfe. Vous allez également avoir un maître de jeu qui sera automatisé si vous le souhaitez lors de parties en coopération ou en solo, mais je vous déconseille de jouer dans ce mode de jeu là. Je vais vous expliquer tout ça dans les avis tout à l'heure. Pour moi ce jeu ne doit être joué qu'avec un maître de jeu, vraiment dans la manière d'un HeroQuest par exemple. Donc ici vous avez des jetons d'or, vous avez des éboulis qui sont ici donc plus ou moins grands, vous allez avoir des pièges, des portes pour des passages secrets, des portes qui sont ici avec une face ouverte, une face fermée, des coffres trésors, vous avez des mobiliers, en fait ce sont par exemple ici un tonneau, ici c'est une colonne, donc vous allez avoir un point ou 2 petits points dessus, donc ça va signaler que c'est un meuble bas ou un meuble haut, un meuble ou un morceau de décor, hein. Nous avons ici des cartes d'équipement légendaire, des cartes d'équipement, des cartes d'exploration, des cartes de sort, des cartes d'aide de jeu et nous avons également des prouesses qui sont utilisables donc une fois par partie par les joueurs et donc en fait ces prouesses, eh bien vous allez choisir laquelle vous allez prendre. Elles sont recto verso et donc ça, chaque joueur va en choisir une en début de partie. Nous allons également prendre un petit pion comme ceci que nous allons mettre sur notre jauge de points de vie et nous allons prendre un pion de réanimation qui va nous servir lorsque nous arriverons eh bien au minimum de notre point de vie pour notre personnage. Eh bien nous allons pouvoir nous réanimer et du coup revenir en partie avec notre maximum de points de vie, mais vous verrez que ça donnera également un petit avantage au maître du jeu. Alors au début de la partie, eh bien, vous allez prendre le scénario que vous souhaitez prendre. Si vous êtes en train de faire une quête, eh bien, vous allez enchaîner les scénarios. Je vais le poser ici pour essayer de ne pas tout renverser. Vous allez prendre la première quête si vous commencez la campagne et puis vous allez mettre un petit peu tout en place, sachant que seul le maître du jeu sera autorisé à regarder ce qui est indiqué ici. Donc je vous le cache quand même un petit peu pour pas spoiler les joueurs. Mais par contre, si vous êtes en mode eh bien, automatisé, vous aurez un joueur parmi vous qui sera le larbin du maître de jeu qui va devoir mettre en place les éléments de décor. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que ce jeu n'est bon qu'avec un maître de jeu, parce que sinon au moins un des joueurs a tout le scénario spoilé devant les yeux et ça c'est vraiment pas intéressant. Le maître du jeu, quant à lui, va avoir bien des cartes ici. Vous allez avoir une carte de l'humeur du maître qui sera passive ou agressive. En fait, cette carte-là, elle va changer de côté suivant des conditions bien particulières. Elle va passer en mode agressif lorsqu'une nouvelle porte
où un nouveau passage secret sera ouvert. Donc ça, ce sera, je vais vous l'expliquer dans un instant, lorsqu'un piège au sol ou un piège surprise sera déclenché, ou lorsqu'un héros aura attaqué eh bien, un monstre et qu'il n'aura pas réussi à le vaincre, et dans ce cas-là, le maître du jeu passera en mode agressif. Et lorsqu'il sera en mode agressif, il pourra utiliser des jetons interruption qui sont juste ici, et ça c'est plutôt cool pour le maître du jeu. Vous avez également ici, lorsque vous êtes en mode automatisé, eh bien des particularités pour les monstres qui vont vous dire eh bien, comment faire agir tel ou tel monstre par rapport à ce qui est indiqué par exemple ici en bas de la carte. Sur les cartes des monstres, eh bien, on retrouve leur valeur de nombre de dés à utiliser pour le combat au corps à corps. Ici c'est le nombre de cases qu'ils vont pouvoir faire en déplacement, ici c'est le nombre de dés qu'ils vont pouvoir utiliser en défense, ici le nombre de dés qu'ils pourront utiliser en attaque à distance, ici vous avez eh bien, une petite capacité, et vous avez le seuil de dégâts qui est le seuil de touche, le nombre de touches que les héros devront atteindre pour vaincre cet ennemi. S'ils sont en dessous de ce seuil de dégâts, eh bien l'ennemi, même s'il est touché, restera ici bien vivant. Ou bien mort-vivant. Alors comment ça va se passer? Eh bien à chaque manche, eh bien, les héros vont jouer en premier. Vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez vouloir jouer les héros, mais par contre vous serez obligé de terminer l'action d'un héros avant de passer au suivant. Et ces actions seront de se déplacer et de faire une action. Vous pouvez faire l'action et vous déplacer, ou vous déplacer et faire l'action, mais vous ne pouvez pas interrompre un déplacement pour faire une action. C'est-à-dire que je peux pas, si j'ai 4 de déplacement, je peux pas avancer de 2, faire l'action et ensuite avancer à nouveau de 2. Ça, c'est interdit. Les prouesses, eh bien, font partie des actions, et les actions, je vais vous les dire tout de suite, vous pouvez faire un combat au corps à corps, vous pouvez vous faire une attaque à distance, vous pouvez lancer un sort pour le magicien, vous pouvez utiliser une prouesse, vous pouvez explorer, vous pouvez vous ranimer et vous pouvez échanger. Alors pour le magicien, vous avez des sorts qui sont juste ici. Vous avez 3 classes de sorts: l'hydromancie, la magie phonique et la pyromancie. Au début de la partie, eh bien, le magicien va choisir 2 sorts parmi les 3, et le troisième eh bien, sera mis de côté pour la partie, et vous allez donc démarrer la partie avec 6 sorts que vous pourrez utiliser quand vous le souhaiterez. Alors lorsque vous allez vous déplacer, imaginons que nous allons déplacer par exemple, eh bien, on a qui en a Rordin. Eh bien Rordin va pouvoir se déplacer de 4 cases, et ce en avant ou en diagonale, en marche arrière, comme vous le voulez. On va faire déjà un premier déplacement, ça va faire 1, 2, 3 et 4. On arrive tout de suite. Alors les figurines sont un petit peu grandes, je trouve, par rapport à la taille des cases. Là, la hache, elle est un petit peu grande, mais ça donne une petite idée de ce que notre ami Rordin va faire dans quelques instants à ce squelette. Alors attention, si vous vous retrouvez à un moment donné dans l'arc avant d'un ennemi, eh bien vous allez devoir interrompre votre mouvement. Alors quelle est l'histoire de l'arc avant? Alors je me suis juste trompé de figurine, Rordin est juste ici, en fait c'est Orlaf qui est ici avec sa grande hache. C'est le fait de la hache qui m'a un peu perturbé. D'habitude c'est les nains qui ont des haches ou des marteaux, bah ici c'est un marteau pour le nain. Et donc je vous parlais de l'arc avant. Comment ça se passe si je prends une figurine par exemple ici? Eh bien son arc avant sera composé de 1, 2, 3, 4, 5 cases qui l'entourent. Donc ça c'est l'angle d'attaque qu'il va pouvoir utiliser, et vous allez avoir un angle arrière qui sera composé des 3 cases juste derrière. Notre copain le nain, et lui en fait eh bien ce sont des attaques qui vont pouvoir se faire dans le dos, et il ne verra pas son adversaire, il prendra des dés de défense en moins, vous allez voir tout à l'heure. Notre ami Orlaf est à portée d'attaque au corps à corps sur le guerrier squelette. On va prendre sa petite carte qu'on va mettre juste ici. Donc lui aura 2 dés puisque ce sont les dés d'attaque de mêlée qui vont compter pour la défense, donc il va lancer 2 dés d'attaque de défense pardon, alors que Orlaf lui va lancer 5 dés d'attaque. Il faudra battre au minimum 2 au niveau de l'armure, donc il faudra que c'est-à-dire que tous les dés qui seront à 2 ou à 1 eh bien, seront écartés de mes lancers pour voir en fait ce qui reste à la fin. Donc ici on va prendre 5 dés, on va prendre les dés bleus pour l'attaque, vous faites comme vous voulez entre les dés bleus ou les dés blancs, et puis on va prendre 2 dés pour la défense qui correspond donc à l'attaque, à la valeur d'attaque de mêlée de notre ami squelette. Alors il faut savoir quand même un truc, c'est que si je l'attaquais par son arc arrière, eh bien il aurait -1 dés de défense, et si j'étais en supériorité numérique, il aurait également -1 dé de défense, sauf que vous ne pourrez jamais lancer moins de 2 dés à chaque fois pour eh bien une défense ou une attaque, donc ça veut dire que là en gros il n'aurait rien perdu. On y va, on lance les dés. Ici je vais enlever les dés qui correspondent à la valeur d'armure du guerrier squelette, donc le 2 et le 1 eh bien ils s'en vont, et ici je vais arriver avec un 6 et un 4.
Hop là, je vais mettre les dés blancs juste en face. Ici, j'ai une première touche, une deuxième touche et ici une touche automatique puisqu'il n'y a pas de dé de défense. Ça veut dire que je lui impose, je lui inflige 3 touches et donc ce guerrier squelette est retiré de la partie. Voilà, j'ai combattu ce guerrier. J'ai réussi à atteindre son seuil de dégâts parce qu'il fallait que j'atteigne au moins 2 touches pour le battre. Et bien, j'en ai atteint 3. Voilà, il n'est plus dans la carte. On va passer ensuite, pourquoi pas, à Madriga qui va avancer, qui a la possibilité d'avancer jusqu'à 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4. Et on va arrêter ici pour pouvoir attaquer à distance sans être trop près notre ennemi, l'archer squelette qui est juste ici. Voilà, je vous remets sa carte juste à côté. Donc lui, il aura 2 dés de défense au corps à corps, puisque ça sera toujours ça, même sur une attaque à distance. Et il va avoir une protection d'armure de 1. Donc il n'y aura que les dés de valeur 1 qui seront retirés. Voilà, et lui, si j'arrive à faire au moins une touche, ça passera. Donc combien j'ai de dés? J'ai 4 dés d'attaque à distance. Hop là, et lui a 2 dés blancs. C'est parti. Oh bah là, ça va être un massacre. Donc 6, 4 et 3. Hop là, contre 5 et 3. Voilà, ça fait quand même 4 touches contre... il en fallait qu'une, bah tout va bien. Le guerrier squelette est parti. Alors une précision quand même par rapport aux attaques à distance, c'est que si j'avais un mobilier bas, ici par exemple, qui se trouve dans l'axe de tir de mon archer elfe, eh bien j'aurais eu moins 1 dé pour mon tir à distance. Pareillement, si je tirais sur une figurine dans son arc arrière, eh bien la figurine aurait eu moins 1 dé en défense. Voilà, donc ça c'était pour les tirs à distance et puis pour l'attaque au corps à corps. Les autres personnages, eh bien eux ne vont plus pouvoir enlever, dégommer de personnages ici. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Eh bien par exemple venir essayer de s'approcher de la porte. Lequel de nos personnages a le plus de points de déplacement? Eh bien le magicien, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Alors il se retrouve juste devant la porte, mais il lui faut un point de déplacement supplémentaire pour ouvrir la porte, donc il ne pourra pas le faire ce tour-ci. Notre ami nain va pouvoir faire 1, 2, 3 par exemple, et puis pourquoi pas faire une exploration. Alors lorsque vous allez faire une exploration, eh bien le maître de jeu va regarder si vous découvrez un passage secret. Si c'est le cas, eh bien vous allez placer par exemple une petite porte de passage secret juste ici qui vous mènerait dans une pièce secrète, ou alors eh bien vous allez devoir peut-être récupérer des objets grâce à votre exploration. Alors si vous trouvez un passage secret, il faut quand même savoir que le maître du jeu va lancer un dé et sur un résultat de 1 seulement, eh bien il pourra faire venir un monstre errant et du coup ce sera un petit coup dur pour les héros, donc ça fera un petit monstre de plus à affronter. Par contre sur un résultat de 2 à 6, eh bien rien ne se passera. Si vous faites une exploration et que vous n'avez pas de coffre au trésor dans la pièce, eh bien vous allez tirer une carte au trésor et vous allez lire ce qui est indiqué ici. Alors pas une carte au trésor, mais une carte d'exploration, pardon, et vous allez lire ce qui est indiqué ici. Vous allez obtenir le bonus en question. Il peut y avoir très bien également des pièges ou des apparitions de monstres dans les cartes d'exploration, ça c'est le jeu qui vous le dira. Mais vous pouvez également, si vous êtes à côté d'un coffre au trésor, imaginons qu'on avait un petit trésor ici et que notre ami le nain est à côté, eh bien au lieu de prendre une carte d'exploration, eh bien vous allez en prendre 2. Donc potentiellement vous allez obtenir plus de trésors, mais également potentiellement vous allez obtenir plus de dangers et donc pourquoi pas des pièges ou des venues de monstres. Vous avez d'autres figurines de type de monstres, vous en avez pas mal ici, vous avez des zombies, vous avez des nains revenants, il y en a d'autres encore, ici encore un archer squelette. Vous avez également des grandes figurines qui elles occupent 4 cases, donc elles pourront se déplacer en diagonale ou devant elles, ou en marche arrière, mais du coup à chaque fois vous aurez un arc de vue qui sera beaucoup plus grand évidemment devant et à l'arrière, parce qu'à l'arrière ce sera 4 cases et devant ce sera 8 cases. Ça c'est pour les grandes figurines et elles ne pourront passer des endroits avec des portes que si elles ont le nombre de déplacements suffisant pour aller de l'autre côté. Voilà. Du coup vous allez également utiliser un point de déplacement pour ouvrir une porte, et lorsque vous aurez ouvert une porte, eh bien le maître du jeu mettra en place la suite dans le donjon. Si jamais l'un de vos héros arrivait à 0 en termes de points de vie, eh bien vous allez tomber sur place, vous allez finir votre tour à ce moment-là, et lors de votre tour prochain, eh bien vous allez pouvoir utiliser votre jeton de réanimation et reprendre tous vos points de vie et du coup reprendre la partie.
Ce jeton de ranimation en fait a deux faces. Il s'agit donc la face verte pour se ranimer, mais également il a une face rouge qui correspond au jeton d'interruption. Et ça, ce jeton, une fois que vous l'aurez utilisé, eh bien il va aller directement dans la cagnotte du maître du jeu qui va récupérer les jetons interruption des joueurs qui se seront ranimés. Et alors du coup, ça me permet d'arriver à la phase du maître du jeu. Pendant cette phase, le maître du jeu eh bien, va faire agir tous les monstres qu'il a à sa disposition sur le plateau. Donc il choisit, hein, soit il les active, soit il ne les active pas, il fait ce qu'il veut. Et puis surtout lors des tours de héros, en fait, vous allez pouvoir donc jouer ces fameux jetons d'interruption. À quoi ils vont servir? Eh bien, à chaque fois, sur chaque manche, vous allez pouvoir en jouer 2 au maximum. Et ces jetons, une fois que vous les jouez, en fait, vous les enlevez, vous ne les avez plus. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous serez toujours obligé de laisser jouer au moins le premier héros déjà sans l'interrompre, mais par contre entre 2 héros, eh bien vous allez pouvoir jouer un jeton d'interruption et activer un personnage à vous, un monstre sur le plateau. Ce monstre, eh bien vous allez pouvoir le déplacer et faire une attaque avec ce monstre, mais par contre lorsque arrivera le tour de la phase du maître du jeu, eh bien vous ne pourrez plus activer un monstre qui aura déjà été activé. Voilà, donc attention à ça. Et puis eh bien en tant que maître du jeu, après le principal c'est que la partie se passe bien, que tout le monde passe un bon moment. Vous allez, comme peut-être parfois dans des jeux de rôle, et bien peut-être non pas tricher, mais faire en sorte que ça, si jamais les héros étaient vraiment en perdition, pour essayer quand même que la partie aille un petit peu plus loin, peut-être faire en sorte que ça se passe bien. Et ça, c'est toujours le rôle qui est important pour un maître de jeu, c'est de ne pas mettre la misère forcément à ces héros, mais que tout le monde puisse profiter de passer un bon moment autour du jeu. Voilà, en gros c'est comme ça que vous allez jouer à Dungeon Saga Origins. J'oublie peut-être des choses, je ne crois pas. Alors oui, les pièges, par exemple si vous avez un piège comme ceci, à partir du moment où un héros bien va marcher sur l'une des cases qui est indiquée par la petite flèche, elle va déclencher le piège. Si vous avez ça, eh bien derrière, ça veut dire que c'est un piège. Vous allez lancer un dé pour savoir eh bien quel type de piège il s'agit. Vous avez ici une carte de résumé qui vous dit que si vous faites un 1 ou un 2, le maître du jeu attaque immédiatement l'héros qui a déclenché le piège en utilisant 3 dés de combat. Voilà, vous avez, suivant le résultat, vous allez avoir des choses différentes pour les pièges. Vous pouvez très bien tomber sur des pièges qui ne sont totalement inoffensifs. Mais ça, évidemment, vous pourrez le découvrir lors de vos explorations de donjons. Et vous allez pouvoir donc, entre les scénarios, eh bien, acheter de l'équipement. Vous allez tirer au dé un sort, vous allez tirer au sort un dé, pardon, qui va vous donner eh bien, quel type de marchand vous allez rencontrer, qui va vous mettre à disposition plus ou moins de cartes équipement. Et vous allez également pouvoir eh bien, récupérer des talents héroïques qui sont juste ici, grâce à vos points d'expérience, mais ça ce sera également avant les marchands. Voilà, et bah écoutez, vous savez tout désormais sur Dungeon Saga Origins, et ben on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Dungeon Saga Origins. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien au niveau du matériel, on a quand même un matériel qui est assez quali dans sa globalité, on a des belles figurines. C'est pas non plus de la figurine Wacken Dreams, hein, on va pas se mentir, mais on a quand même quelque chose de vraiment qualitatif au niveau du matériel globalement. Les illustrations sont plutôt chouettes, on est vraiment dans le style du Dungeon Crawler, dans l'esprit du Donjon et Dragon et puis du Seigneur des Anneaux, hein, on est vraiment dans ce style-là, vous voyez le style graphique du jeu, donc on est vraiment là-dessus. Au niveau du matériel, alors ce qui est surprenant, c'est qu'il y a pas mal de petits jetons, hein, comme vous avez vu, et on a un insert, alors je vais vous le montrer, on a l'insert qui est juste ici pour ranger toutes les figurines, voilà, donc ça c'est plutôt chouette, mais on a un grand compartiment ici pour mettre les cartes et puis les jetons, mais on n'a aucun sachet de rangement pour les jetons, donc bah, en fait si vous n'avez pas de sachet chez vous, et bah, tout est en vrac, donc ça c'est pas très cool. Sur un jeu comme ça, c'est quand même sympa, même s'il n'y avait pas les petites cases un peu partout, et bien au moins de mettre des sachets pour pouvoir trier les jetons et que ça soit pas le bordel à chaque partie. Les règles en général sont plutôt bien expliquées, ça manque quand même d'exemples je trouve dans le jeu, et au niveau par contre du rôle du maître du jeu, surtout en automatisé, c'est là que ça se complique un petit peu.
Globalement, on est sur un bon dungeon crawler si vous n'avez pas trop de jeux comme ça chez vous. Et puis en plus, on est sur un prix plutôt abordable par rapport à ce qui se fait d'habitude dans ce style de jeu. D'habitude, on est quand même au-delà de 100 €. Là, on est quand même dans les 60 €, je crois, de mémoire. On est donc sur quelque chose de plus abordable, mais on est également sur quelque chose de plus petit en termes de matériel. Vous n'aurez que 3 tuiles recto verso. Donc ça, c'est un petit peu limitant, mais vous avez une dizaine de scénarios qui sont plutôt cool dans le livre de quête. Je reviens tout de suite sur ce livre de quête parce que je trouve que ce jeu n'est pas bon du tout si vous n'avez pas de maître de jeu. C'est-à-dire qu'en fait votre expérience sera gâchée si vous n'avez pas un maître qui est là et qui gère les méchants et qui gère les salles au fur et à mesure du jeu. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un des joueurs en coop ou en solo, ce sera vous forcément, qui allez tout le temps regarder dans le livre de quête pour savoir comment se fait la mise en place des salles, et du coup vous allez voir, ça va vous spoiler les passages secrets, ça va vous spoiler les emplacements des monstres à venir, ça va vous spoiler tout le truc, et vous aurez l'interdiction d'en faire part aux autres joueurs. Donc en fait, en gros, vous allez être malgré vous maître du jeu tout en étant en contrôlant un héros. Donc ça, c'est vraiment pas la meilleure formule pour jouer. Ça ne devrait même pas exister. En fait, ce jeu-là ne devrait exister qu'en version maître du jeu face à au moins un joueur qui contrôle tous les héros, donc un minimum de 2 joueurs. Pour moi, c'est ça, c'est 2 à 5 joueurs et non pas 1 à 5 joueurs. Forcément, ça gâche l'expérience si vous n'avez pas de maître de jeu. Si on compare avec un Erune par exemple, où là vous aviez l'application qui vous permettait d'évoluer comme ça, même si elle avait des défauts à ce niveau-là, je vous le disais déjà dans la vidéo, mais au moins vous aviez la mise en place des différentes salles qui venaient par rapport à ce que l'application vous disait. Là il n'y a pas d'application, du coup c'est vraiment vous jouez comme ça vient quoi. Après, un des plus de ce jeu, c'est qu'il est relativement simple et que vous allez pouvoir, même si vous n'êtes pas expert en jeu et en dungeon crawler ou en jeu de rôle, vous allez facilement jouer à ce jeu puisqu'il y a un nombre d'actions quand même limité. Vous allez pouvoir, les combats sont assez simples, la gestion des défenses, etc. c'est quand même assez rapide, tout va bien, ça va vite, et vous allez donc ne pas vous perdre dans un nombre incroyable de talents, comme j'avais pu le dire à l'époque sur Erune, qui du coup permettait, nous obligeait à être vraiment attentif à fond à notre personnage, mais c'était un côté beaucoup plus jeu de rôle, beaucoup plus exigeant pour les joueurs. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus accessible. Voilà, donc les gros plus de ce jeu, c'est l'univers, évidemment, pour les débutants en dungeon crawler, vous allez kiffer, c'est obligé. Et puis, donc sa facilité d'accès, mais par contre, son gros moins, c'est la gestion du maître de jeu, ou qui va vous obliger à en avoir un. Et ce serait, c'est comme ça que ça va être vraiment le plus amusant. Et par contre, un truc qui n'est pas cool au niveau du matériel, c'est que vous n'avez pas d'écran pour le maître de jeu. Ça, pour un jeu avec un maître de jeu qui n'a pas d'écran, c'est quand même pas génial. Voilà, donc ça, ce sont les gros moins de Dungeon Saga Origins. Écoutez, maintenant que vous savez tout, alors, tu joues quoi?